Donc on commence par une intervention de Simon Kaboré, qui est un auteur du Burkina. Est-ce que M. Kaboré est en ligne? Allô, je suis bien là. Bien. Est-ce qu'on a la présentation de M. Kaboré? J'ai envoyé une nouvelle version à Dr Jean-Marie, je ne sais pas s'il a eu le temps de regarder. Ah oui, il faut, avec Dr Jean-Marie, on se méfie, hein, attention. Hein. Bon. Pierre. Oui, Simon Kaboré, vous pouvez partager votre écran avec la nouvelle version. Je regarderai le mail plus tard. Là. Merci. Partagez votre écran, ça sera plus simple. Merci. Ok, merci bien. Donc, Simon Kaboré a démarré sa carrière dans le monde de la pharmacie, la pharmacologie, et puis il est devenu un homme public. Il a fait une formation et il est formateur en droit de l'homme, management des organisations, diplomatie sanitaire. C'est un acteur important dans la société civile sur la défense des droits des patients, des droits des citoyens, et en particulier, il est référent technique de l'Observatoire citoyen sur l'accès aux services de santé. Et c'est à travers cette expérience qu'il prend la parole aujourd'hui sur la surveillance par les observatoires communautaires dans l'alerte et l'émergence. Donc, selon le pays où on est, selon notre expérience personnelle, on est tous ou nombreux dans notre congrès à parler d'épidémiologie, on a parlé de recueil d'informations, de systèmes d'information. Il ne faut pas oublier aussi d'autres voies qui permettent de faire remonter de l'information sanitaire et qui parfois sont les principaux éléments de l'alerte. Or, le décideur, il se fiche un peu de savoir d'où vient l'information du moment qu'il y a l'alerte qui remonte vers lui. Monsieur Kaboré, à vous. D'accord. Ok, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, le thème, il y avait deux options sur la présentation du thème. J'ai pris cette option qui caractérise mieux la présentation que je vais faire, les observatoires communautaires comme outils d'alerte précoce et de résilience des communautés contre les crises sanitaires. C'est ce que je vais essentiellement présenter. Et donc, très rapidement, on aura un bref contexte, une définition de ce que nous donnons aux observatoires communautaires, parce que peut-être que beaucoup de gens ne les connaissent pas pour le moment. Et le champ traditionnel d'intervention des observatoires communautaires et l'évolution que nous avons donnée à ces observatoires avec l'arrivée de la COVID-19 et quelques résultats rapides et puis bien sûr les défis que nous trouvons importants à relever. Je n'avais pas mis ma caméra, je mets ça à toute fin utile si ça rend plus vivant la présentation. Très bien. Avant d'aller sur la présentation elle-même, peut-être que beaucoup ne connaissent pas le réseau accès aux médicaments essentiels dont je suis actuellement le directeur exécutif régional. C'est une organisation de la société civile dont la mission est essentiellement d'influencer les politiques en faveur de la santé pour tous. Donc, nous faisons beaucoup d'analyses sur les politiques, nous relevons les insuffisances, nous relevons les bonnes pratiques, nous faisons effectivement des propositions. C'est pour ça que nos stratégies, c'est la production d'évidence, c'est la construction d'alternatives, c'est le plaidoyer, mais c'est surtout aussi le renforcement des capacités des communautés afin qu'elles puissent participer justement à la gouvernance et au contrôle des services de santé. Ce schéma donne à peu près un positionnement du RAM par rapport aux différents acteurs. Et vous verrez ici qu'entre les décideurs et les populations, le RAM joue beaucoup plus un rôle de veille, qui est effectivement de surveiller les préoccupations des communautés pour les transmettre aux décideurs et de l'autre côté d'informer les populations sur les politiques adoptées au niveau central. Et on a un rôle de courtage en connaissance entre les décideurs et les chercheurs, qui est effectivement de dire aux chercheurs quels sont les aspects sur lesquels les décideurs ont besoin d'orientation pour prendre des décisions. Et ensuite, bien sûr, de dire aux décideurs quelles sont des évidences d'alternatives qui ont été produites par les chercheurs qui peuvent orienter
leur prise de décision. Donc, c'est cette double facette que le RAM essaie techniquement et politiquement de jouer entre les différents acteurs. Pour revenir dans ce qui nous réunit aujourd'hui, nous sommes partis effectivement dans le travail que nous menons à partir de ces constats, que effectivement les systèmes de santé demeurent très faibles en Afrique et principalement ces faiblesses sont dues au faible investissement financier des budgets de l'État. Ça, on ne cessera jamais de le dire. Nos États financent très peu les systèmes de santé. Et généralement, beaucoup de programmes qui sont financés dans nos pays, ce n'est pas les bailleurs internationaux qui, malheureusement, interviennent verticalement et qui n'arrivent alors pas à prendre en compte les contributions des communautés et ne renforcent pas réellement les systèmes qui sont sur place. Nous constatons alors un faible recours aux services de santé modernes. Je précise les santé de services modernes parce que à côté des services de santé modernes, se côtoient les services de santé traditionnels qui sont toujours qui existent toujours, dont une grande partie de la population toujours fait recours. Et bien sûr, il y a aussi le fait que les décideurs ne disposent pas d'évidence pour les prises de décisions éclairées. Et beaucoup d'entre vous sont au courant effectivement de la faiblesse des systèmes d'information sanitaire dans nos pays, du suivi stratégique dans nos pays qui fait que les décideurs souvent pilotent le système de santé sans un tableau de bord à jour et malheureusement, les décisions que l'on prend ne sont souvent pas adaptées. Donc, c'est dans ce contexte effectivement que les observatoires communautaires se sont mis en place. C'était beaucoup plus dans le cadre du VIH-Sida pour répondre aux ruptures d'ARV et d'intrants de suivi de la charge virale et des CD4 que effectivement les observatoires communautaires sont nés. Et l'objectif, c'était de produire des évidences sur les dysfonctionnements du système de santé et orienter la prise de mesures efficaces. On avait besoin, dans notre plaidoyer au niveau du RAM, de pouvoir dire exactement où est-ce qu'il y a un problème et quel est le problème. Voilà la définition que nous donnons des observatoires communautaires. C'est un dispositif indépendant de la société civile qui s'appuie sur les acteurs communautaires et les usagers pour remonter les dysfonctionnements et alimenter le plaidoyer auprès des décideurs. Donc, vraiment, c'est un outil à la disposition de la société civile et on collecte les données à travers les acteurs communautaires. Les acteurs communautaires, c'est très souvent des conseillers psychosociaux, des animateurs, des conseillers dépistage qui, par la faveur du VIH-Sida, sont rentrés dans le système de santé et nous nous appuyons sur eux pour faire une collecte et une remontée des données pour alimenter notre plaidoyer. Quel est le champ traditionnel d'intervention des observatoires communautaires? C'est notamment les ruptures en médicaments et autres intrants sanitaires. Ce sont les pannes des appareils de diagnostic et de suivi biologique. C'est la qualité de l'accueil des patients parce que très souvent dans les centres de santé, l'accueil ne suit pas et à cause de ça, beaucoup de gens ne font pas recours aux services de santé. C'est la violation des droits humains en matière de santé, notamment avec la stigmatisation et discrimination de certains groupes vulnérables. Et il y a aussi le respect des mesures des subventions partielles et de gratuité dans beaucoup de nos pays. Il y a des politiques de subventions partielles qui se mettent en place. Il y a des politiques de gratuité qui se mettent en place, notamment pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. Malheureusement, souvent, c'est adopté au niveau central, mais ce n'est pas respecté au niveau terrain. Et les observatoires permettent de suivre effectivement cela. Quelle a été l'évolution que nous avons dû faire nous avons dû donner à ces observatoires avec l'apparition de la COVID-19? Nous avons dû effectivement, au-delà de ce que je vous ai dit tout de suite, les acteurs communautaires qui interviennent dans le domaine de la santé, nous étions obligés d'aller au-delà du secteur de la santé et de chercher des acteurs communautaires au niveau de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche, de l'environnement en général, parce qu'effectivement, nous étions dans un cadre multisectoriel et il fallait effectivement remonter à tout cela. Nous avons, à partir de cet élargissement, pu mettre en place des unités de surveillance opérationnelle dans des unités géographiques très restreintes. On a essayé un peu de voir quelles sont les plus petites unités administratives
dans nos pays. Et effectivement, on a pu regrouper des acteurs communautaires des divers secteurs au niveau de ça. Parce que les menaces, les crises sanitaires, ça vient de partout. Ça peut venir par l'élevage, ça peut venir par la pêche, ça peut venir par l'environnement, comme ça peut venir directement par la santé. Il fallait qu'on ait des acteurs communautaires de tous ces différents domaines qui sont des alertes pour que quel que soit le secteur par lequel le danger rentre, ils puissent réagir. Mais on avait besoin aussi d'avoir que ces acteurs soient de proximité pour être les premiers informés dès qu'il y a quelque chose. Et c'est vraiment les quartiers dans les villes et les villages dans les zones un peu reculées, les milieux ruraux. En milieu urbain, on parle de quartiers. En milieu rural, on parle de villages. Et nous avons effectivement, j'ai donné ici quelques exemples. Au niveau du Burkina, nous les avons appelés CCVS, qui veut dire cellule citoyenne de veille sanitaire, qui permettait effectivement dans les quartiers de Ouagadougou de faire cette veille-là sur les aspects de santé. Mais au niveau du Congo, que personnellement nous avons également accompagné à mettre en place de tels dispositifs, nous les avons appelés les cellules communautaires de gestion des épidémies, qui jouent également ce rôle de veille sanitaire au niveau du terrain. En termes de dispositifs d'alerte communautaire, effectivement, on a renforcé effectivement les connaissances des populations sur les événements critiques. Par exemple, c'est celui dont je vous ai parlé. Et on a renforcé leurs compétences sur ce que c'est que les événements critiques en matière de santé. C'est qu'est-ce qu'ils doivent signaler, effectivement, quand ils les voient. On leur apprend, effectivement, ces différents types d'événements pour qu'ils puissent être alertés chaque fois qu'ils voient ça et qu'ils remontent l'information. Et il y a aussi qu'on a travaillé à mettre en place ces acteurs communautaires de terrain avec les organisations de la société civile pour faciliter l'alerte au niveau des services publics. Parce qu'au niveau régional, au niveau district, il y a effectivement des personnes les plus habilitées à recevoir ces notifications et le réseau d'organisations de la société civile nous permettait d'interagir pour signaler quelque chose dès qu'il y en a. Et là, on a vu la partie vraiment dispositif d'alerte précoce. Mais là, je vais vous parler maintenant des dispositions que nous avons prises pour renforcer la résilience communautaire. Il y a effectivement la promotion de l'engagement citoyen. Parce que généralement en Afrique, dans beaucoup de pays, on a les différents financements verticaux qui arrivent, font qu'effectivement, on est dans la logique de rémunérer tout ce que l'on fait. Et on a vu qu'on ne pouvait pas marcher comme ça. On a essayé de développer des messages, des argumentaires en faveur de l'engagement citoyen, l'initiative citoyenne au détriment de l'idée de projet où l'on paie tout ce qui est comme acte. Et ça nous a vraiment permis de faire plein de choses avec très peu de ressources. Il y a aussi on a aussi associé à ça la mobilisation des ressources locales. Au lieu qu'on attende les financements internationaux, au niveau de la société, on a encouragé des gens qui ont des situations plus aisées à donner quelque chose. On a des opérateurs économiques qui ont donné quelque chose. On a des autorités décentralisées qui ont donné des choses. Et ça a permis effectivement de faire le troisième niveau qu'il y a, la production locale et communautaire des produits et matériels de protection. Dans le cas du VIH-Sida, on a produit du savon, on a produit des gels hydroalcooliques, on a produit également des masques. Voilà, pour les dames que vous voyez, c'était du savon qu'elles ont produit localement. Le bidon que vous voyez en haut, c'est de l'eau de Javel qui a été produit avec l'étiquette du mouvement que nous avons lancé, qu'on a pu effectivement distribuer. Donc, je prends ça à titre illustratif à Ouagadougou. Avec cette approche, en 3 mois, nous avons pu, dans les marchés, dans les quartiers, en circulation, nous avons pu effectivement organiser 3286 causeries avec des visites à domicile et on a touché 38 756 personnes.
on a produit pour 4 269 ménages vulnérables du savon liquide, 21 000 litres à peu près, et des masques de protection, les masques que l'on a promus au temps du Covid. On a produit et distribué plus de 25 000 masques. Donc, pour montrer en quoi, effectivement, les communautés, et ça, on l'a fait pratiquement sans financement international particulier, en mobilisant simplement les ressources locales. Le défi, pour finir, c'est qu'aujourd'hui, c'est un phénomène un peu nouveau sur lequel nous poussons, ce qui fait que la veille sanitaire, nous pensons que la veille sanitaire n'exploite pas suffisamment la veille communautaire. On n'a pas vraiment des outils prévus par le système. Il n'y a pas de lien informel entre effectivement cette veille communautaire avec effectivement le système formel qui existe. Donc, ce sont des choses qu'il faut travailler. Il y a aussi que les modes de financement verticaux actuels qui arrivent dans nos pays et qui se fait par projet perturbent la construction de la résilience communautaire. Parce que vous allez démarrer toujours un processus structurant avec la communauté et entre-temps, on tombe avec un financement vertical, on impose des conditions autres et vous êtes perturbé dans la dynamique que vous avez engagée. Le temps que ce financement finisse et que vous reprenez tout à zéro. Enfin, on note aussi que pour que les communautés participent efficacement à la riposte contre les crises sanitaires, il faut un véritable transfert de compétences. J'entendais effectivement celle qui a intervenu avant moi qui parlait de ça. Quelles sont les valeurs perçues au niveau des communautés de la santé? Ça également, c'est un gros souci. Ce qui fait que l'approche que nous avons recommandée effectivement au Congo-Brazzaville, c'est vraiment de mettre en place un programme d'éducation sanitaire qui permet aux gens effectivement d'avoir une conscience sanitaire très élevée pour leur permettre d'être par eux-mêmes autonomes dans l'identification et la dénonciation des événements sociaux. Donc ici, c'est juste pour vous dire merci pour votre attention et vous montrer un peu un exemple d'acteurs des cellules citoyennes de veille sanitaire qui sont allés intervenir effectivement dans un marché de la ville de Ouagadougou. Et ces banderoles ont été faites pour pouvoir permettre de les identifier dès qu'ils sont effectivement à quelque part. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Kaboré. 1, pour la clarté de votre exposé. 2, pour la brièveté de votre intervention. C'est remarquable et soyez-en remerciés au nom de toute notre communauté. Mais est-ce que ce n'est pas trop tôt pour donner la parole au docteur Sall? Allez. Ceux qui sont dans la salle ont entendu déjà le docteur Sall prendre la parole, réagir aux différentes communications que nous avons eues depuis avant-hier. Mais je vais quand même le présenter pour nos amis qui sont à distance et qui n'ont peut-être pas tout suivi. Alors, dans notre jargon, je dirais que le docteur Sall, je peux me permettre de lui dire cher camarade, selon le jargon propre aux médecins militaires entre eux. Voilà. Et donc, vous avez appris tout à l'heure qu'il avait aussi commencé sa carrière dans le secteur sanitaire de Podor. Et on a vu qu'il avait gardé de bons souvenirs. Et il est aujourd'hui sous-directeur général de l'OMS pour les interventions d'urgence. Et c'est à ce titre qu'il va prendre... Alors, on passe des communautés de base avec le docteur Kaboré. On se projette à l'international avec la planification et l'organisation internationale. Voilà, c'est la richesse de nos débats. À vous. Merci beaucoup, chers camarades. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. La dernière fois que j'étais là, c'était en 2005, lors des Journées mondiales de médecine tropicale. Et bien entendu, le pharo, c'est chez moi et je suis content de voir aujourd'hui mon maître, le professeur Baudon. J'étais ici en 1994-95. Dans le bunker du pharo où on passait toutes les journées à faire de l'épidémiologie. Et ça déterminait ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui, axé sur la structure mondiale pour la préparation à la riposte aux épidémies, un thème d'actualité parce qu'il y a beaucoup de discussions sur ça en ce moment. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est de pouvoir naviguer du global au local, donc parler des communautés, parce qu'on ne peut pas avoir la santé mondiale sans avoir la santé locale.
Quand vous voyez sur cette carte, les épidémies et pandémies sont de plus en plus fréquentes. Et nous remarquons qu'avec un certain nombre de facteurs tels que la déforestation, la dégradation de l'environnement, l'urbanisation accélérée, les exploitations minières anarchiques, nous avons mis une pression telle sur l'environnement que nous perdons de la biodiversité. Et ce facteur entraîne la prolifération de certaines espèces animales sauvages telles que les chauves-souris, les rats, et nous voyons de plus en plus donc, des fièvres hémorragiques virales, des épidémies liées à des phénomènes de perte de la biodiversité. Et donc, mon équipe travaille sur la réponse aux urgences, donc des urgences qui peuvent être de nature biologique, chimique, radionucléaire, et ce qu'on appelle le whole hazard approach. Et nous travaillons aussi dans les crises humanitaires. Et comme vous le savez, pratiquement 75% des épidémies surviennent dans des zones affectées par les crises humanitaires. Et tous les matins, je dois faire la réunion d'opération avec mes équipes. Ce n'est pas parce que je suis sous-directeur général que je me déconnecte du terrain. Et nous commençons par les alertes. Quelles ont été les alertes durant les dernières 24 heures? Et mon équipe fait le screening de pratiquement entre 3 000 et 4 000 pièces d'informations tous les jours pour voir quelles sont les alertes, comment les vérifier et faire l'évaluation du risque. En ce moment, nous sommes en train de travailler sur 50 urgences de santé publique qui sont gradées. Donc, nous avons un système de classification qui va du grade 0 au grade 3. Donc, sur cette carte, vous avez les grades donc, de 1 à 3. Et vous pouvez voir aujourd'hui, si on regarde juste sur la variole du singe, le monkeypox, nous avons 106 pays qui sont en train de rapporter des cas. Quand on est pays et territoire, parce que souvent ce n'est pas les pays. Et la plupart de ces événements surviennent en Afrique naturellement, et vous allez voir plus tard. Et je voulais aussi parler un peu de l'évaluation de l'excès de mortalité durant la pandémie de Covid-19. Pendant que les rapports officiels parlent de 6 millions de cas, déjà au milieu de l'année 2021, nous avons évalué l'excès de mortalité à près de 15 millions de décès, des décès directs ou indirects liés à la pandémie, tout simplement parce que dans certains pays, beaucoup de personnes n'ont pas pu avoir accès à des soins et sont décédées des conséquences de l'interruption de ces soins. Et cela rappelle la présentation du professeur Migliani, donc c'était hier, je crois, sur donc, la mortalité indirecte liée à Ebola en Guinée. Donc c'était encore plus important sur beaucoup de continents. Vous pouvez voir que rien quand l'Europe et les Amériques, nous sommes à plus de 6 millions de décès déjà. Donc l'impact de la pandémie est encore sous-estimé. Nous continuons à faire des études, des évaluations pour voir quel a été l'impact réel. Et je disais tantôt que nous avons une prolifération des zoonoses, parce que la plupart des épidémies sont des zoonoses, et du fait de plusieurs facteurs que j'ai évoqués tout à l'heure, y compris les changements climatiques. Et rien qu'en 2022, nous avons parlé de la polio à New York, nous avons vu donc, plusieurs épidémies, que ce soit en Chine, en Afrique, et plusieurs fièvres hémorragiques virales. En ce moment même, mon équipe travaille en Ouganda sur la chute soudaine de l'épidémie à virus Ebola qui a démarré avec une détection très lente, beaucoup de décès non diagnostiqués. Donc c'est une situation qui est assez complexe en ce moment et comme vous le savez, il n'y a pas encore de vaccin. Et nous allons initier l'étude de recherche et développement pour tester des candidats vaccins pour la souche Soudan. Ce qui est intéressant aussi dans notre travail, c'est que nous pouvons combiner donc, la recherche et le développement à l'intervention de terrain pour montrer comment on peut être efficace sur le terrain. C'est comme ça que nos équipes ont pu avancer très rapidement sur la recherche clinique sur le vaccin Ebola. Et quelqu'un parlait hier du nombre de personnes vaccinées, les 350 000, ça a été fait dans l'est du Congo dans les conditions de guerre avec nos équipes et avec des jeunes qui ont été formés en Guinée durant l'épidémie à la maladie Ebola. Donc l'importance de l'approche One Health, je pense qu'on en a parlé plusieurs fois, il faut aller des théories à la mise en œuvre pratique sur le terrain avec les communautés. Et pour revenir en Afrique, j'ai parlé de 50 situations d'urgence de santé publique
conçus en ce moment. Les 40 sont en Afrique. Et en moyenne, nous avons une nouvelle épidémie tous les 3 jours en Afrique. Pendant les 4 ans que j'ai été directeur pour les urgences en Afrique, nous avons travaillé, les équipes et moi, sur plus de 500 épidémies. Donc ça vous donne une idée de la charge de travail et du fardeau sur le système de santé en Afrique. Mais ça a permis aussi de construire une capacité d'investigation et d'intervention dans beaucoup de pays, en utilisant la stratégie de surveillance intégrée des maladies et de réponse. Et la 3e édition a été publiée en 2019. C'était le dernier travail que j'ai fait en Afrique sur le plan conceptuel avant d'aller à Genève. Et cette stratégie est mise en œuvre dans tous les pays, combine la surveillance basée sur les indicateurs au niveau des formations sanitaires avec la surveillance communautaire. Comme nous le disons tout le temps, les épidémies commencent dans la communauté et finissent dans la communauté. On ne peut pas s'asseoir à l'hôpital pour attendre les virus. C'est bien dans la communauté qu'on fait de l'épidémiologie d'intervention. Mais il est important aussi de noter qu'il y a eu des gains importants et des succès en Afrique dans la lutte contre les maladies infectieuses et les épidémies, à travers les programmes d'éradication, tels que le programme d'éradication de la variole, l'éradication de la polio, du ver de Guinée, et aussi un impact important dans la lutte contre le paludisme, le VIH et autres. Mais nous avons encore beaucoup de gaps en termes de capacité, en termes de capacité de détection, en termes de capacité du système de santé à pouvoir répondre aux épidémies et continuer à fournir les services de soins essentiels. Donc nous avons, avec la pandémie de Covid-19, vu qu'aujourd'hui on ne peut pas s'occuper des maladies infectieuses, aujourd'hui attendre le lendemain pour s'occuper des maladies chroniques non transmissibles. Ce sont ces personnes qui sont les plus vulnérables quand il y a une épidémie. Donc il est important que le système de santé s'adapte pour faire face au double fardeau des maladies infectieuses et des maladies chroniques non transmissibles. Et je vais insister un peu sur les changements climatiques et l'impact sur la santé depuis les petites îles jusqu'aux situations encore beaucoup plus dramatiques, comme on a vu récemment au Pakistan avec plus de 33 millions de personnes affectées par les inondations, plus de 2000 structures de santé détruites, et la situation aussi dans la corne de l'Afrique, donc je vais y revenir tout à l'heure, où nous allons avoir 5 années de sécheresse avec des niveaux de crise nutritionnelle extrêmement élevés. Et je parlais tout à l'heure de la déforestation. Beaucoup d'études ont montré que c'est un facteur extrêmement important sur l'émergence et la réémergence des maladies infectieuses. Et pour revenir sur les crises humanitaires, en début d'année, nous étions en train de fournir des services à plus de 300 millions de personnes. Et les projections en 2021 nous parlaient de 275 millions de personnes qui seraient au besoin. Il n'y avait pas encore l'Ukraine, il n'y avait pas encore le Pakistan. Aujourd'hui, on est pratiquement à 350 millions de personnes qui sont en situation de crise humanitaire. Et du fait du stress climatique, du fait des conflits, des déplacements forcés et de l'insécurité alimentaire. Si vous regardez ce qui se passe dans le Sahel aujourd'hui, avec la combinaison des facteurs climatiques, la situation politique, sécurité socio-économique, nous avons presque 6 millions de personnes qui sont des déplacés internes, plus d'1,6 million de réfugiés. Et quand on regarde le Sahel jusqu'au lac Tchad, c'est pratiquement 40 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Donc le niveau de malnutrition est extrêmement élevé. Et malheureusement, dans la plupart des réponses humanitaires, quand tu vois des situations de crise humanitaire, ils ne voient pas le volet santé tout de suite. Et je pense que c'était notre maître Armengo qui disait que la rougeur est la grande avenue qui mène au kwashiorkor. Et chaque fois dans les réunions des Nations Unies, je suis obligé de rappeler qu'une crise nutritionnelle est une crise sanitaire, qu'une crise climatique est une crise de santé publique. Ce n'est pas évident. Ils pensent qu'ils peuvent aller larguer des sacs de riz, etc. et puis c'est fini. Alors que nous tous, nous savons que la combinaison de la malnutrition et la maladie est explosive chez l'enfant, chez les femmes enceintes et toutes les personnes vulnérables. Donc le niveau d'insécurité alimentaire à travers les pays du Sahel, je ne vais pas insister là-dessus, les diapositives sont à disposition.
On parle de 34 millions ici, mais dès qu'on rentre vers le lac Tchad, qui fait partie du Sahel aussi, on est à plus de 40 millions. Et nous étions obligés de développer ce cadre stratégique pour montrer le lien entre la malnutrition, les maladies et les risques de décès, pour emmener les acteurs humanitaires à travailler ensemble à travers plusieurs secteurs pour faire face à ces problèmes. Donc quand on parle d'architecture mondiale pour la sécurité, pour donc, les urgences de santé, il est important de tenir compte des facteurs clés qui entraînent ces urgences de santé. Donc ici, c'est la Corne de l'Afrique, Horn of Africa. Nous avons aujourd'hui plus de 100 millions de personnes dans la Corne de l'Afrique qui sont déjà en situation d'insécurité alimentaire. Et pour certains, c'est déjà des stades graves d'IPC 3 et 4. Donc, et nous avons aussi des équipes qui travaillent dans ces pays, mais aussi à partir du Kenya pour coordonner l'action humanitaire. Et vous voyez que la plupart des pays enregistrent déjà des épidémies qui sont présentées sur ce tableau. Des épidémies de rougeole, de choléra, de méningite, d'hépatite E, de leishmaniose, de fièvre jaune. Je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, on a atteint un pic de transmission de la fièvre, un pic d'incidence qu'on n'a pas vu depuis plus de 20 ans en Afrique. Le choléra est en train de ressurgir aussi. Et partout où on a le choléra, on a pratiquement les autres maladies liées à l'eau, telles que l'hépatite E, les fièvres typhoïdes et autres. Donc nos équipes font face aussi bien à les maladies à transmission vectorielle qui ont été largement présentées de plusieurs, les maladies liées au périfécal et toutes sortes d'épidémies. Donc comment faire pour prévenir ces épidémies majeures et pandémies? Je pense qu'il est important d'investir encore dans tout ce qui est préparation et riposte aux urgences. La mise en place de systèmes de surveillance performants, je pense que c'est un thème qui a été abordé très largement aujourd'hui, sur la base d'un système d'alerte précoce, un système de réaction rapide qui peut permettre aux pays de déployer des équipes déjà formées. Il est important que les équipes soient bien formées, donc pas seulement au niveau national, mais au niveau des districts, au niveau des communautés, parce que la réponse à une épidémie, une pandémie doit être totalement décentralisée. On ne peut pas s'asseoir à la capitale, à la télévision, dans les hôpitaux pour arrêter la transmission d'une épidémie sur le terrain. Et donc, nous travaillons avec nos équipes sur ce qu'on appelle Global Emergency Workforce, qui est une force d'intervention, mais basée sur la force locale. Chaque pays ait les capacités minimales pour pouvoir détecter les alertes, investiguer et initier la première réponse. Et au décours, on n'a pas fini encore cette pandémie, mais le directeur général de l'OMS a reçu une demande des États membres pour travailler sur l'architecture mondiale pour les urgences sanitaires, pour la préparation et la réponse aux épidémies. Donc c'est un travail colossal et que nous avons commencé, nous avons présenté donc, le document lors de l'Assemblée mondiale de la santé. Nous sommes en train de travailler sur les instruments de mise en œuvre. Ce qui est intéressant, comme je le disais tout à l'heure, nous devons toujours retourner au niveau local. On ne peut pas avoir une architecture mondiale si le niveau local n'est pas très fort. C'est pourquoi il est important de travailler avec les pays pour avoir les capacités de pouvoir répondre localement, de renforcer les systèmes de santé existants pour que certains gaps qui ne permettent pas de pouvoir détecter, de réagir tout de suite, puissent être comblés. Donc c'est le même schéma pratiquement qui remonte le cycle de réponse aux urgences. Mais ce qui est intéressant dans ces histoires de pandémie et épidémie, l'OMS reçoit tellement de recommandations de toutes sortes de communautés, de comités ou de groupes, et nous sommes retrouvés avec plus de 300 recommandations, vous imaginez. Et quand il y a un problème de pandémie, tout de suite vous avez des experts qui sortent de partout, mais quand vous leur posez une simple question, combien d'épidémies vous avez contribué à arrêter, ils ne vont pas citer une seule épidémie. Mais ils sont experts, ils vont faire des recommandations, ils sont sur les plateaux de télévision, ils sont dans les think tanks. Donc, on est obligé de les écouter, malheureusement ou heureusement. Et à partir de plus de 300 recommandations, nous avons pu les regrouper en pratiquement 3 groupes. Donc, qu'est-ce qui est gouvernance, qu'est-ce qui est système et qu'est-ce qui est finance pour pouvoir avoir une architecture donc, qui répondent aux besoins des pays réellement, mais qui ne soit pas juste un concept théorique mondial.
Et nous avons développé ce concept qu'on a appelé les 5C, en commençant par tout ce qui est coordination des urgences au centre. Parce que sans système de coordination au niveau des pays qui permettent à l'avance de savoir quelle est la conduite à tenir quand tu as une alerte, quelle est la conduite à tenir quand il y a une épidémie de grade 1, de grade 2, comme le système d'alerte et le niveau d'alerte dans l'armée. Il faut que les procédures soient définies à l'avance, que les équipes sachent qu'elles travaillent ensemble et qu'elles puissent faire des simulations ou des manœuvres pour pouvoir réagir le jour où on a besoin que ces équipes travaillent ensemble. Malheureusement, dans la plupart des pays, on attend qu'il y ait une crise pour déjà déterminer qui sera le commandant, qui sera en charge. Et quand ça se passe comme ça, il est difficile de pouvoir être efficace. Il faut la préparation, comme dans les armées. On n'attend pas qu'il y ait une guerre pour dire qui va faire quoi. On le sait déjà à l'avance dans l'armée. C'est comme ça que ça doit être dans les urgences. Et les urgences, ce n'est pas seulement l'opération. Il est important donc d'investir dans tout ce qui est recherche et développement sur la base du risque connu ou inconnu, d'anticiper sur les capacités de fabrication de médicaments et de vaccins et de pouvoir aller à l'échelle quand on a une urgence. Travailler avec les communautés, c'est les communautés qui doivent être engagées avant même qu'il y ait une crise. Nous avons vu dans beaucoup de pays le niveau de mistrust, je ne sais pas comment le dire en français encore, le niveau, en tout cas, de conflit entre les populations et les gouvernants tellement large que quand il y a une crise, quand c'est ces mêmes gouvernants qui se lèvent pour donner les messages, personne ne les écoute. Quand c'est certains qui se lèvent pour demander aux populations de se faire vacciner, elles ne vont pas se faire vacciner. Donc il est important qu'on puisse investir sur l'engagement communautaire en temps de paix et pouvoir activer ces réseaux quand il y a une crise. L'investissement sur les capacités de prise en charge est extrêmement important et nous faisons aussi beaucoup de recherche et de développement dans ce cas. Si vous prenez l'exemple de la maladie à virus Ebola, dans le passé, les centres de traitement étaient pratiquement des centres d'isolement où les gens avaient toutes les chances de mourir. Mais aujourd'hui, nous avons développé ce qu'on appelle le standard of care pour que les gens puissent avoir de vrais outils de réanimation dans les centres de traitement, que les familles puissent voir aussi leurs malades et qu'ils ne soient pas totalement isolés. Et ça a permis de réduire les taux de létalité liés à la maladie à virus Ebola. Et au niveau national, il est important, donc dans les pays africains, dans tous les autres pays, d'avoir ce système qui permet de coordonner l'alerte, la réponse et la coordination. Au niveau de ma division à l'OMS, j'ai créé un département qui est appelé Alert and Response Coordination. Dans le passé, certains s'occupaient de l'alerte, d'autres de la réponse. J'ai dit non, on ne peut pas travailler comme ça. Il faut que ce soit un processus, end-to-end process, où les gens travaillent ensemble. Dès qu'il y a une alerte, on sait qui va faire quoi et comment faire la vérification, l'évaluation du risque et enclencher la réponse. Et ça nous a permis donc d'être beaucoup plus efficaces sur notre manière de détecter les événements et de coordonner la réponse. Et c'est ce système aussi qui doit exister au niveau des pays, autour des centres d'opération d'urgence, une slide sur ça, pour que la préparation puisse être efficace et fonctionnelle. Donc ça nous permet de définir un certain nombre de fonctions, depuis l'alerte précoce jusqu'à la gestion de l'événement, la vérification, le suivi des indicateurs de réponse. Parce que quand on répond à une épidémie, à une pandémie, il est important de suivre les indicateurs de performance. Et le professeur Rapp a présenté hier le système d'alerte que mon équipe avait mis en place au Congo. Et ça, c'est des jeunes que nous avions formés en Guinée qui sont aujourd'hui des experts au niveau mondial, qui sont déployés dans les plus grosses épidémies, y compris pour la recherche et le développement sur les vaccins. Donc en investissant sur les capacités au niveau des pays, nous pouvons avoir des jeunes bien formés et efficaces pour faire face à ces besoins. Et le rôle du centre d'opération d'urgence, c'est de pouvoir coordonner toutes les activités de préparation et de réponse aux urgences, qu'on ait des procédures claires qui peuvent être déclenchées, des mécanismes d'intervention rapides qui coordonnent l'ensemble des intervenants. Et c'est comme ça qu'on peut être efficace. Le système de command and control, comme dans l'armée, pour pouvoir faire face aux urgences de santé publique. Et il est important aussi que les pays utilisent des standards qui sont interopérables pour qu'on puisse ensemble, quand il s'agit d'une urgence qui atteint plusieurs pays, mettre ensemble tous ces pays et pouvoir coordonner et voir les actions qui sont prises au niveau de chaque pays. Donc en conclusion, nous avons encore des gaps importants dans les pays de l'Afrique, mais pas seulement les pays de l'Afrique, pour faire face aux risques d'épidémie et de pandémie.
Mais il est important d'investir sur donc, la préparation en tenant compte des risques et de la vulnérabilité. C'est en se basant sur des éléments factuels qu'on peut réellement investir sur les systèmes de santé pour combler ces gaps qui ne permettent pas de faire l'alerte, la vérification, la détection rapide et la réponse. Et l'Afrique doit continuer à plus investir dans la recherche et développement, sinon toutes les maladies qui sont prévalentes en Afrique ne seront pas priorisées. Vous avez vu qu'avec la variole du singe, il a fallu que les pays du Nord soient atteints pour qu'on commence à investir sur les traitements, sur les vaccins, alors que beaucoup de pays africains sont endémiques depuis un moment. Et l'approche One Health est une approche extrêmement importante. Ce n'est pas seulement un concept théorique. On ne peut pas dissocier les risques liés donc, aux animaux, aux risques humains. Quand on prend une maladie comme la fièvre de la vallée du Rift, dont on a parlé hier, je crois, dès que vous voyez déjà des phénomènes d'avortement chez les ruminants, vous savez déjà que c'est probablement la fièvre de la vallée du Rift. Et il est important donc d'avoir un système d'alerte précoce en coordination avec le système de surveillance vétérinaire. Nous avons beaucoup travaillé pour faire ce qu'on appelait le pont entre le PVS, la performance des services vétérinaires, et le règlement sanitaire international pour que les pays sur le terrain puissent avoir un système de One Health opérationnel. Et lutter contre les épidémies et pandémies aussi, c'est une approche qu'on appelle whole of society and whole of government approach, because il faut que tout le monde dans la société soit impliqué, il faut que tous les secteurs du gouvernement soient impliqués, ça ne peut pas être que l'affaire d'un ministère de la Santé. Et bien entendu, la surveillance, encore une fois, est un élément extrêmement important. Nous devons investir sur des méthodes modernes, nous ne devons pas oublier l'investissement au niveau de la communauté pour un système d'alerte précoce, un système de réaction rapide et une maîtrise des épidémies avant qu'elles deviennent trop grande, avant que les pandémies ne surviennent. Donc voilà en résumé les éléments sur lesquels nous travaillons, et pas seulement au niveau global, mais en coordination avec les pays pour être sûr que ce que nous mettons dans les concepts répond aux besoins des pays et qu'on peut avoir un impact réel au niveau des populations dans les pays les plus démunis. Merci beaucoup. Mille merci, chers camarades. Alors, nous avons le plaisir de voir le professeur Getch qui est là. Le temps qu'il prenne sa place, je voudrais juste... Allez, deux anecdotes. D'abord, merci d'avoir relevé qu'au cours de la crise, nous avons eu une épidémie d'épidémiologistes. On en a vu effectivement émerger des quatre coins, c'était très drôle. Et puis, tu as insisté sur la préparation. Très important, la préparation à la réponse de crise. Je vais vous donner une anecdote. Dans les années 90, vous savez que dans les Balkans, il y a eu un conflit et que l'OTAN est intervenue. Et dans la cellule de réponse aux problèmes sanitaires, il y avait 3 officiers. Un Américain, un Français, un Allemand. L'Allemand, c'était le vétérinaire. Le Français, c'était un élève de Dominique, ici présent, c'était un épidémiologiste. Et l'Américain n'était ni médecin ni vétérinaire, il était officier de santé publique, parce qu'il a fait un master de santé publique. Donc très pragmatique. Et alors, mandat après mandat, le camarade français revenait en disant « on s'est emmerdé ». Parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui clochait, l'Américain prenait le grand classeur et il sortait la fiche. Il avait toujours la fiche d'intervention prête, parce qu'ils avaient lesson learned. Ils avaient tiré les conclusions. Ils avaient déjà rencontré ce problème, ils en avaient tiré les conclusions, ils avaient préparé une fiche de réponse. Alors bien sûr, la fiche de réponse, elle n'est pas 100% parfaite, mais elle permet au moins de démarrer la réponse et on l'améliore au fil de l'eau. Puis un jour, il y a eu un problème de santé que je ne citerai pas, qui est pourtant d'origine africaine. Et voilà, un virus qu'on ne connaissait pas trop dans cette région. Alors là, le camarade américain a été dépassé parce qu'il n'avait pas la fiche. Là, par contre, il ne savait pas quoi faire. Et donc, le vétérinaire allemand et l'épidémiologiste français se sont vraiment fait plaisir. Ils sont intervenus, ils ont été sur le terrain, ils ont fait la biblio, ils ont proposé des solutions. Et quand tout a été résolu, c'est resté une petite bouffée. L'Américain les avait suivis, il avait fait la fiche. Voilà, c'était prêt pour la prochaine fois. Bien, on a le plaisir d'accueillir le professeur Eric Gedge, professeur d'imagerie médicale, de biophysique et médecine nucléaire ici à Marseille. Alors, certains me disent, ah oui, il va nous parler d'imagerie nucléaire dans un congrès dont la thématique transversale était alerte et réponse aux crises sanitaires.
place de l'imageur. Moi, j'étais fanat, donc j'ai assisté. Ça tombe bien, c'est moi le président de séance. Après le Covid, après le Covid aigu, on avait tous peut-être besoin, que ce soit au niveau personnel ou au niveau sociétal, de se reposer, de faire le point, de faire le preparedness pour la suite des événements. Mais en fait, la nature, elle n'est pas comme ça. On n'a pas fini une crise qu'il y en a une qui apparaisse. On n'a pas fini avec le Covid aigu qu'apparaît le Covid long. Et on a un peu la mémoire courte. Rappelez-vous, il y a 2 ans, on n'avait pas les plateformes pour faire des PCR par milliers et par milliers. On était bien content d'avoir la tomodensitométrie, le scanner thoracique. Combien de papiers, déjà fin 2020, beaucoup en provenance d'Asie, nous montraient combien, en l'absence de diagnostic microbiologique du SARS-CoV-2, on était bien content d'avoir des images. Et pour les profs d'épidémio, c'était tout béni, parce que si le scan était si valable en ce moment, on faisait une leçon sur la valeur prédictive positive et négative qui sont tellement influencées par l'incidence et la prévalence du phénomène étudié. Voilà. Alors aujourd'hui, on a quelqu'un qui peut nous parler de l'intérêt de l'imagerie cérébrale dans le Covid long. Et moi, ça m'excite un peu. On vous donne la parole pour 20 minutes. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation et puis pour cette introduction qui pose effectivement de façon très pertinente la problématique. On a beaucoup parlé du Covid, des contaminations, du Covid aigu. Et puis on voit apparaître des troubles persistants, des formes chroniques, des formes invalidantes, des handicaps chez des sujets qui sont jeunes. Et on parle effectivement depuis maintenant 2 ans de Covid long. Alors, c'est probablement pas une spécificité du Covid, ça s'intègre probablement dans ce qu'on appelle les syndromes post-infectieux. Et donc, je vais beaucoup insister effectivement sur des aspects d'imagerie, c'est, je dirais, ma compétence et mon expertise. L'idée, c'est de vous montrer comment l'imagerie peut contribuer à, je dirais, sonner l'alerte, alerter, je dirais, les pouvoirs publics sur la réalité de ce Covid long. Je ne vais pas avoir le temps de faire une description très historique de la chose. On a beaucoup parlé au début de la crise de troubles fonctionnels, de troubles psychosomatiques. Depuis, les résultats de l'imagerie, que ce soit avec nos outils, les résultats en IRM, des résultats d'études de biologie, démontrent qu'il existe malheureusement chez un certain nombre de patients véritablement une atteinte cérébrale. Et donc l'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment effectivement l'imagerie permet d'avancer sur cette compréhension, ce diagnostic et puis sur la prise en charge. Alors effectivement, j'ai prévu une présentation qui est très imagerie, mais pour cadrer un petit peu le sujet. Ce Covid long, ça représente, sur la définition actuelle de l'OMS, environ 30% des patients infectés. La définition de l'OMS, la définition de l'HS a beaucoup varié au fil des mois. Aujourd'hui, on donne une définition pour les troubles persistants à plus de 3 mois. C'est la définition OMS et qui vont durer 2 mois. Donc sur cette définition OMS, on considère qu'en gros, un patient sur 3 fera un Covid long. Et à 1 an, les études épidémiologiques montrent que cela concerne encore 10%, un patient sur 10 infecté, et encore des troubles persistants à 1 an. Ces troubles persistants, c'est de la fatigue, des plaintes cognitives, des troubles du sommeil, des syndromes douloureux, des troubles de l'olfaction ou du goût, et tout ça oriente possiblement vers une atteinte cérébrale. Alors la question est, pour commencer, du neurotropisme. Est-ce que effectivement le Covid-19 peut donner une atteinte cérébrale ? Je précise d'emblée que les mécanismes sous-jacents font l'objet encore, je dirais, de travaux de recherche. On ne sait pas précisément si c'est le virus, si c'est la réaction immunitaire ou inflammatoire au virus qui donne une atteinte cérébrale. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il apparaît clairement que le Covid-19 donne des complications cérébrales aiguës. C'est des choses qui sont aujourd'hui bien connues. Ce sont nos collègues strasbourgeois qui ont beaucoup publié sur le sujet. Des complications vasculaires, des AVC, des encéphalites. Donc c'est un premier argument, on ne doit pas être surpris d'un possible neurotropisme de ce virus à une étape, je dirais, plus retardée, puisqu'on sait qu'en aigu, le virus, et le virus lui-même, donne des complications cérébrales. Le deuxième argument, si on essaye d'élargir un petit peu le spectre, et si on parle, on va dire, d'un post-infectieux,
Il y a eu cette méta-analyse qui est sortie au début de la crise Covid, une méta-analyse qui est sortie dans le Lancet, qui faisait le point sur les troubles persistants après infection à coronavirus. Vous savez évidemment que le Covid-19, ce n'est pas le premier SARS, qu'il y a eu d'autres épidémies SARS. Et lorsqu'on collige ces données, on s'aperçoit, alors là c'est une revue, je dirais, pour des collègues psychiatres, mais que déjà les autres SARS donnaient des complications, à la fois en aigu et également en tardif, des complications neurologiques, on en a parlé, et également neuropsychiatriques, de la dépression, de l'anxiété, du stress post-traumatique, et puis un certain recouvrement avec le syndrome de fatigue chronique. Sur la question des troubles psychiatriques, j'y reviendrai si j'ai un petit peu de temps, mais la question se pose du substrat de ces troubles. Est-ce que c'est le stress associé, je dirais, à l'épidémie qui est responsable, je dirais, de cette réaction émotionnelle ? Ou est-ce qu'il est envisageable qu'une atteinte cérébrale sur certains circuits, les circuits limbiques, puisse donner des complications avec une expression psychiatrique ? Au-delà des SARS, si on élargit, je dirais, le champ au virus respiratoire, on peut évidemment remonter à la grippe espagnole. Et vous savez que des complications neurologiques et psychiatriques avaient été décrites, des complications très spécifiques qui étaient apparues au décours de la grippe espagnole, à la fois chez les adultes et chez les enfants. Donc on ne doit pas être surpris, je dirais, au moins de l'hypothèse, de poser la question de savoir si le Covid-19 peut donner des complications cérébrales. C'est, je dirais, on a des exemples historiques pour penser que c'est possible. Et donc au début de la crise, lorsque nos amis, nos collègues italiens ont commencé à rapporter les cas d'anosmie, de troubles de l'odorat, l'anosmie c'est déjà un symptôme en réalité neurologique, hein, c'est déjà le système nerveux central. Beaucoup de collègues se sont posé la question d'un possible neurotropisme par cette voie olfactive, de la sphère ORL vers le cerveau, à travers l'ethmoïde, à travers l'âme criblée. Et il se trouve que ce mode de propagation virale est celui qui avait été trouvé, qui avait été démontré avec les autres virus SARS. Donc naturellement, la question s'est posée pour le Covid-19. Vous voyez ce papier qui est sorti dans la revue Neuroscience en 2020, qui rappelle les résultats qui avaient été obtenus pour les autres SARS, ce possible passage de la voie, enfin de la sphère ORL vers le cerveau par les voies olfactives. Et puis, vous savez, le cerveau, ce sont des régions qui sont connectées les unes aux autres. Tout ça est très structuré et très cohérent. Et on sait qu'à partir du système olfactif, il y a des propagations qui peuvent se faire le long du système limbique, le long du système paralimbique, sur le tronc cérébral et sur le cervelet. Le système limbique, l'hippocampe, l'amygdale, ça peut expliquer des troubles de la mémoire, ça peut expliquer des troubles, on va dire, de la régulation du stress. Évidemment que l'atteinte du système olfactif peut expliquer, vous le comprenez, l'anosmie. Et puis l'atteinte du tronc cérébral peut expliquer une certaine dysautonomie que présentent des patients au long cours, une dysautonomie cardiaque, une dysautonomie respiratoire, beaucoup de patients qui restent essoufflés, sans que ça puisse être expliqué par une atteinte pulmonaire primitive, sans que ça puisse être expliqué par une désadaptation physique. Voilà, les collègues pneumologues, les collègues cardiologues font des explorations fonctionnelles, font des explorations électrophysiologiques et nous disent qu'il y a une atteinte centrale. Et effectivement, vous verrez, on retrouve une atteinte du tronc cérébral chez ces patients-là. Alors nous, on a commencé à travailler sur le sujet, et je le dis en collaboration avec l'IHU. À l'époque, la crainte de nos amis de l'IHU était la possibilité de voir chez certains patients au long cours des complications pulmonaires à type de fibrose, très inflammatoire et très agressive. Donc c'est dans ce contexte-là qu'un certain nombre de patients qui avaient des lésions thoraciques ont eu un examen PET scan. Au même moment, les collègues italiens ont rapporté cette notion d'anosmie. On voyait effectivement des lésions au scanner au niveau pulmonaire, mais on ne voyait rien, ce n'était pas des lésions qui étaient agressives, actives, en tout cas chez les patients explorés. Par contre, vous voyez que sur les imageries cérébrales, je ne sais pas si oui, le pointeur passe ou pas. Non, le pointeur passe pas, j'en ai peut-être un dans la poche.
Ce que vous voyez en fait en couleur, ce sont les images telles qu'elles sortent de la machine en fait. Donc c'est pas du statistique, c'est pas trafiqué par un ordinateur. Et puis après, ce sont des comparaisons par rapport à des sujets sains. Et donc on identifiait de façon très évidente un hypométabolisme cortical au niveau des régions olfactives, ici sur une coupe sagittale, ici chez un autre patient sur cette coupe axiale. Encore une fois, on n'est pas sur des analyses où on fait 100-200 patients en moyenne et on observe une petite variation. Là, c'est l'interprétation visuelle, on voit qu'il existe des anomalies chez ces patients-là. Et lorsqu'on fait une quantification par rapport à des sujets sains non infectés, c'est un algorithme qui est complètement automatisé. C'est l'algorithme qui va identifier où sont les anomalies de fonctionnement cérébral. Vous voyez qu'il repère la région olfactive, il analyse tout le cerveau, il repère la région olfactive. Et chez ce patient-là, on trouve exactement la même région, et puis des anomalies plus étendues qui correspondent aux hypothèses que je vous ai mentionnées sur le papier précédent. L'atteinte des régions limbiques, paralimbiques, temporales internes, le tronc cérébral et le cervelet. Donc on a continué, nous, à travailler sur le sujet. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. On a exploré un certain nombre de patients qui, au décours d'une infection qui était confirmée d'un point de vue biologique, exprimaient des plaintes et des symptômes qui pouvaient s'expliquer, qui pourraient s'expliquer par une atteinte cérébrale. On a gardé uniquement les patients qui n'avaient pas d'antécédents neurologiques ou psychiatriques. On a retiré tous les patients qui avaient des lésions cérébrales, les patients qui avaient des AVC au décours, par exemple, du Covid. Et donc on a comparé 35 patients avec 44 sujets sains. C'est des patients qui avaient des symptômes. Alors, la définition temporelle du Covid long, elle a beaucoup varié. Il y a eu beaucoup d'actions aussi, des associations. On parlait de 3 semaines au départ, puis 1 mois, puis maintenant 3 mois. On avait pris la définition à 3 semaines telle qu'elle était au moment de la parution du papier, mais en réalité, en moyenne, on était à 3 mois post-infection. Je vais passer rapidement sur les caractéristiques. Alors en fait, peut-être pas les caractéristiques des patients Covid long tels qu'on les voit aujourd'hui. On a une petite prédominance féminine. Elle est plus importante sur les séries actuelles. On est plutôt à 2/3. Là, on était un petit peu moins. On a de suite remarqué qu'il n'y avait pas vraiment de lien avec des comorbidités ou des formes particulièrement graves. Il y avait beaucoup de patients qui étaient purement ambulatoires, qui avait un excellent état général avant l'infection et qui faisait ces symptômes, je dirais, persistants. Ils étaient tous très fatigués, de mémoire, et sans me tromper, il y avait 80% qui rapportaient un essoufflement, une dyspnée, sans atteinte pulmonaire primitive. Donc, est-ce que ça pouvait correspondre à l'atteinte du tronc cérébral? Il y avait de mémoire 2/3 des patients qui avaient un syndrome douloureux très diffus, un petit peu comme ce qu'on peut voir dans la fibromyalgie. Des troubles cognitifs, un patient sur 2, des troubles du sommeil, et puis chez un patient sur 3, un patient sur 4, des troubles de l'olfaction ou du goût. Il y a quelques résultats, je les commente rapidement. C'est les patients les plus jeunes qui avaient plus de symptômes. Et puis un résultat qu'on a interprété comme un biais potentiel. C'est probablement ça, c'est probablement un biais de recrutement. C'est les patients qui avaient un délai post-infection le plus éloigné, qui avaient le plus de symptômes. On aurait pu faire l'hypothèse inverse, et probablement parce qu'effectivement on a recruté des patients avec symptômes, mais les patients qui étaient avec un délai post-infection plus lointain avaient plus de symptômes que les autres. Et effectivement, voilà le résultat à l'échelle de la moyenne de ce papier. On retrouve un résultat à l'échelle de la moyenne qui confirme le premier papier, l'atteinte des régions olfactives, l'atteinte des régions limbiques, le tronc cérébral, le cervelet, qui confirme à la fois notre premier papier, et puis également les hypothèses qui avaient été formulées, je vous ai montré cet article revue Neuroscience, et puis les résultats qui avaient été obtenus précédemment avec les autres virus SARS. Je vous précise qu'à l'échelle individuelle, les anomalies étaient très évidentes. On avait 100% de bonne classification si on faisait la classification. Et puis, je ne rentre pas dans le détail, mais tout ça était associé aux symptômes. Évidemment que les patients qui avaient l'atteinte de telle région étaient associés à tel symptôme. On avait une corrélation entre l'étendue globale, la sévérité globale de l'atteinte cérébrale de l'hypométabolisme et le nombre de symptômes. Donc on a bien un lien. Des résultats négatifs, mais je vous les ai mentionnés. Ce n'est pas les patients qui avaient fait les formes les plus sévères, qui avaient fait de la réanimation, qui avaient été intubés, qui avaient une CRP très élevée au départ, ou qui avaient des comorbidités, qui avaient plus de symptômes ou plus d'anomalies cérébrales. On avait 2 résultats intéressants, même si le groupe, je vous ai dit, de mémoire, c'est 35 sujets, intéressants. Le premier sujet, vous avez compris l'hypothèse, c'est le passage du processus pathologique. On ne sait pas si le virus, l'inflammation ou des anomalies de l'immunité, de la sphère ORL vers le cerveau. Les patients qui en aigu avaient fait des lavages, des irrigations nasales,
avaient moins de symptômes et moins d'anomalies cérébrales au niveau des régions olfactives. Et puis, vous savez que l'hypothèse, c'est l'entrée par les récepteurs ACE. Les patients qui étaient traités par un IEC avaient plus d'hypométabolisme cérébral et avaient plus de symptômes. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur l'imagerie, simplement vous dire que voilà, aujourd'hui, il y a d'autres données qui confirment ces résultats, des données à la fois sur des modèles précliniques et humains. L'hypothèse derrière ça, elles sont multiples. La première hypothèse, vous la voyez ici, elle est portée par nos collègues de l'Institut Pasteur, c'est la possibilité d'une persistance virale du virus entier ou d'un fragment de virus. Et puis, ce papier est très important qui est sorti d'Embrain il y a quelques semaines. Le virus persiste et il y a une réaction de l'organisme qui implique probablement une cascade du complément, une réaction inflammatoire qui va léser les vaisseaux artériels. Il y a une endothélite. Et la réaction vasculaire va être associée à deux phénomènes. D'abord des thromboses. Donc on trouve des embolies pulmonaires, on trouve des atteintes au niveau cérébral, et puis également une augmentation de la perméabilité vasculaire. Et donc c'est vraiment ce qui se passe au niveau cérébral. Donc il y a des facteurs de l'inflammation qui passent les vaisseaux pour aller dans les tissus cérébraux, et ça va donner de la réaction astrocytaire, ça va donner de l'inflammation. C'est ce que indiquent les données autopsiques. Au-delà du travail que je vous ai montré, qu'on a mené en collaboration avec toutes les équipes, je dois dire, toutes les équipes impliquées de la TIMOD, les neurologues, les internistes, les ORL, et puis également les infectiologues de l'IHU. Aujourd'hui, on peut citer cet article de revue, cette méta-analyse italienne de 90 études, à la fois en imagerie et également en autopsie, qui résume l'atteinte cérébrale chez ces patients-là, qui est diverse, mais vous voyez que ce qui est le plus souvent retrouvé, c'est l'atteinte de ces régions olfactives et du réseau que je vous ai décrit. Et puis, s'il y a un papier qu'il faut retenir, un papier important, c'est celui de nos amis britanniques. Un papier qui est assez... c'est une formidable opportunité qu'ils ont eu, nos collègues londoniens. Ils avaient exploré environ 800 patients, 800 sujets sains avant le Covid. Ils avaient fait des IRM. Sur les 800, de mémoire, il y a la moitié qui ont fait un Covid. Ils ont refait une IRM, et ils ont refait une IRM aux sujets qui n'ont pas fait le Covid. Moi, les résultats que je vous ai montrés, la méta-analyse de nos amis italiens, c'est on compare des patients Covid longs versus des sujets sains. Là, l'avantage de ce papier, c'est que d'abord, c'est de la morphologie, c'est de l'atrophie cérébrale, et ils comparent les profils des patients à leur état antérieur. Donc c'est quand même très très puissant d'un point de vue, je dirais, méthodologie. Formidable opportunité. Je lis pas l'abstract, mais il trouve exactement le même résultat. Donc une atteinte à partir des régions olfactives, des projections olfactives au niveau cérébral. Et puis, ce qu'on a observé chez les adultes, on l'a décrit également chez les enfants. Je ne vais pas détailler le papier, donc c'est un travail qu'on a mené en collaboration avec l'équipe de Madame Chabrol et en particulier Aurélie Morand qui a été très impliquée sur ce travail. Encore une fois, vous avez des résultats qui sont ici individuels. Moi, je prête beaucoup d'attention et d'intérêt aux résultats individuels. On peut faire dire beaucoup de choses à des moyennes sur des petites variations. Là, vous avez un exemple d'un enfant, c'est le contrôle donc non infecté. Et ici, vous avez une série, je vous montre, de 7 enfants infectés, où il y a la différence au niveau du tronc cérébral, qui est évidente, et là, vous avez un suivi. Et puis, je vous montre ici, ça, c'est le résultat en moyenne qu'on a trouvé chez les adultes, et ici, c'est le résultat en moyenne qu'on a trouvé chez les enfants. Donc on a bien exactement le même réseau qui est touché chez les enfants et chez les adultes. Sur la question de l'alerte, et pour terminer, c'est un sujet qui a beaucoup été, je dirais, relayé par les patients, parce qu'il y avait au départ, je dirais, une certaine incompréhension, notamment probablement plus en France qu'ailleurs. Un mode de relais, je dirais, de ce travail, ça a été un relais, je dirais, médiatique par les réseaux sociaux. Vous voyez que, moi je suis un médecin, je suis un chercheur, donc le travail c'est effectivement de prendre en charge les patients et puis de publier notre expérience. C'est un papier qui a été extrêmement relayé, extrêmement cité. On l'a publié dans la revue de référence de notre spécialité, il a été classé premier sur tous les papiers publiés, et même, vous voyez, à l'échelle de tous les papiers, on a un score qui est très élevé, et je ne sais plus, c'est écrit petit, mais il y a eu 10 millions de tweets sur les résultats du travail, et de par le monde, il y a eu, je crois, 1000 références sur Google News. Au-delà de l'aspect, je dirais, très médiatique, nous, on a continué à avancer sur le sujet. Je ne vous présente pas toutes les études qu'on a menées. On a publié une quinzaine de papiers.
Et on a coordonné les recommandations internationales, les recommandations européennes de l'imagerie pour ce Covid long. Donc ça vient d'être publié par la Société européenne d'imagerie moléculaire. Donc on passe du stade, on va dire, recherche au stade de recommandation, à la fois, je rentre en détail, pour des problématiques différentielles, et puis pour voilà, tester qu'il existe ou pas une atteinte cérébrale. Il y a des patients qui n'ont pas d'atteinte cérébrale, et puis d'autres ont une atteinte cérébrale. Voilà un petit peu pour ce travail. J'ai une conclusion qui est un petit peu longue parce que je n'ai pas présenté tous les papiers, mais en quelques mots. Donc vous voyez qu'on met en évidence effectivement par l'imagerie, on démontre l'atteinte cérébrale chez ces patients-là, alors que très souvent l'IRM, je dirais, est normal. Ce n'est pas qu'un résultat à l'échelle du groupe, ce sont des résultats qui sont très individuels. Ça a depuis été confirmé par des méta-analyses, par d'autres approches méthodologiques, y compris ce papier, je dirais, en IRM, qui a comparé des patients, des sujets à leur état antérieur avant l'infection. C'est des résultats qui sont cohérents avec les hypothèses et les résultats qui avaient été obtenus sur d'autres SARS. Il y a aujourd'hui des recommandations internationales qui ont été écrites sur ce papier. Évidemment que voilà, tout reste à faire pour essayer de bien prendre en charge les patients. Quelques mots, je vous ai parlé de ce délai de 3 mois. Aujourd'hui, les résultats en imagerie laissent penser que ce qu'on observe en réalité à 3 mois, à 4 mois, à 12 mois, en réalité, ça sera la conséquence d'une phase très inflammatoire au tout début en réalité de la maladie. Donc il est possible que ce qu'on observe en fait à 3 mois n'est simplement, je dirais, la conséquence, je ne veux pas dire des séquelles, hein, mais voilà, le retentissement de quelque chose qu'on pourrait prendre en charge plus tôt, qu'il faudrait détecter plus tôt et prendre en charge plus tôt. On a un projet qui débute, qui est financé par l'ANR sur le sujet. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous êtes admiratif quand même de le fil conducteur du premier au dernier orateur.